La poussière s'élevait, enveloppant la caravane d'un épais nuage roussâtre. Abigail serra les dents, sentant les minuscules grains de sable s'infiltrer sous le tissu de sa robe bleue, égratigner sa peau et s'insinuer dans ses yeux. Le chariot cahotait à chaque soubresaut, et les roues de bois grinçaient si fort qu'elles couvraient même le martèlement des sabots et des chevaux. Elle ne tournait pas la tête, ne regardait pas les cavaliers qui l'escortaient. Pourtant, elle sentait leur regard sur elle, curieux, calculateur, parfois compatissant. Le plus pesant était celui de l'homme qui chevauchait en tête. Ventfort, son futur mari, le chef de la tribu Dakota. Abigail Harrison ne s'était jamais considérée comme une beauté, mais les hommes de Fort Laramie la suivaient souvent du regard. À 22 ans, elle était grande pour une femme, près de 5 pieds et 7 pouces, avec une silhouette élancée que sa robe de voyage en laine bleue mettait en valeur. Ses cheveux couleur de blé mûr étaient habituellement coiffés en un chignon soigné sur sa nuque. Mais des mèches rebelles s'échappaient maintenant de son petit chapeau et flottaient au vent. Ses yeux, d'une nuance inhabituelle de gris-vert, changeaient selon son humeur et la lumière. Son père disait toujours qu'on y lisait son caractère. Obstiné et indépendant, peu adapté à une épouse de fermier ou de marchand. « Mon futur mari ?» songea Abigail avec une amère ironie. Cela sonnait comme une sentence. Elle jeta un regard furtif à celui qui menait la caravane. Vanfort était un homme imposant, grand, large d'épaules. Il se tenait en selle avec la grâce naturelle de quelqu'un né à cheval. Ses longs sous-cheveux noirs étaient tressés en 2 nattes, ornés de plumes d'aigle et de perles d'os. Sur sa poitrine, par-dessus une chemise en 12 peaux de cerf, reposait un collier massif en griffes d'ours, le signe d'un chef et d'un guerrier. Abigail se souvenait avoir remarqué son visage lors des négociations au fort. Des traits anguleux, comme taillés dans la pierre sombre, un nez droit, une mâchoire forte. Son âge était difficile à déterminer. Peut-être 30 ans, peut-être 40. Mais ce qui l'avait le plus frappé, c'étaient ses yeux. Sombres, presque noirs, au regard si perçant qu'il semblait lire en elle comme dans un livre ouvert. Son père lui avait expliqué sa décision 3 semaines plus tôt, dans leur petite maison à la périphérie de Fort Laramie. Ses mains tremblaient, tandis qu'il se versait un whisky d'une bouteille entamée. « Comprends, Abby, disait-il, évitant son regard. C'est le seul moyen d'éviter la guerre. Le gouverneur lui-même l'a demandé. L'accord de paix ne sera signé que s'il y a un mariage symbolique entre nos peuples. » « Symbolique, » répéta-t-elle, sentant un froid glacial l'envahir. « Père, vous comprenez ce que signifie un mariage avec un chef. » Thomas Harrison vida son verre d'une traite et leva enfin les yeux vers sa fille. Abigail y vit la culpabilité et le désespoir, mais aussi la fatigue d'un homme qui avait trop longtemps porté le poids des responsabilités. Son père était un marchand respecté, un médiateur entre les colons blancs et les tribus indiennes. Et c'était à lui que le gouverneur avait demandé de trouver une solution pour empêcher une effusion de sang. L'alternative, c'est un bain de sang, Abby. Des centaines de morts des 2 côtés. Et toi, tu auras protection, respect. Ventfort est un homme juste, tout le monde le dit. Juste ? La voix d'Abigail trembla. Père, je ne connais même pas sa langue. Je ne connais pas leurs coutumes. Comment vais-je vivre parmi des sauvages, acheva son père avec amertume. Abby, je fais du commerce avec eux depuis 15 ans. Ce ne sont pas des sauvages. Ils sont juste différents. Assise dans le chariot, respirant la poussière de la prairie, Abigail comprenait que les mots de son père ne signifiaient pas grand-chose. Elle se dirigeait vers des gens totalement étrangers, vers un homme qu'elle n'avait vu qu'une seule fois, lors des négociations au fort. Il lui avait alors semblé sévère et distant, parlant peu et allant droit au but, mais sa posture dégageait une autorité et une dignité naturelle. Le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Abigail admira malgré elle la beauté du crépuscule, un spectacle qu'elle n'avait jamais vu en ville,
où le ciel était toujours obstrué par les toits des maisons et la fumée des cheminées. « Nous nous arrêtons pour la nuit », retentit une voix profonde. Abigail sursauta. Ventfort s'était approché du chariot et la regardait. Il parlait anglais presque sans accent, ce qui la surprit. De plus près, elle pouvait mieux le détailler. Sa peau était tannée, avec de fines rides au coin des yeux, dues à de longues années passées sous le soleil des steppes. Ses bras portaient des cicatrices, traces de combat ou de chasse. Mais ce qui la frappa, c'est que son regard ne contenait ni l'hostilité, ni le mépris auquel elle s'attendait. Seulement une attention calme. « Ici ?» demanda-t-elle en balayant du regard l'immense prairie. « C'est un endroit sûr, » répondit-il simplement, avant de diriger son cheval plus loin, donnant des ordres à ses hommes en langue dakota. Une demi-heure plus tard, le camp était installé. Abigail observait la rapidité et la coordination des guerriers. Personne ne s'agitait, ni ne criait. Chacun connaissait sa tâche. Un feu crépitait au centre d'un petit cercle formé par les couchages. On lui assigna une place près du feu, sur d'épaisses peaux de bison. Un jeune guerrier, qui se présenta comme cerf rapide, lui apporta de la nourriture, de la viande séchée, des galettes de maïs et quelque chose qui ressemblait à des baies séchées. Cerf rapide était très jeune, une vingtaine d'années, avec un visage ouvert et bienveillant et des yeux bruns curieux. Il souriait souvent et essayait manifestement de se montrer amical avec l'étrangère. « Merci », dit Abigail en s'efforçant de sourire. Cerf rapide hocha la tête et dit quelque chose dans sa langue. Les mots sonnaient doux, presque mélodieux. « Il dit que vous êtes très belle », traduisit Ventfort, apparu près du feu. Abigail sentit le rouge lui monter aux joues. Ventfort s'assit en face d'elle, de l'autre côté du feu. À la lueur des flammes, son visage paraissait encore plus sévère. Mais ses yeux, une lueur indéfinissable y brillait. Peut-être de la curiosité, ou quelque chose de plus inattendu encore, de la douceur. « Vous parlez très bien notre langue, » dit-elle, surtout pour rompre le silence. « J'ai appris dans une école de missionnaires, » répondit-il, puis à l'école pour Indiens de Carlisle, pendant 7 ans. « 7 ans, » répéta Abigail, « c'est long. Assez pour comprendre votre monde, et pour comprendre que le mien est ses meilleurs. » Sa voix ne trahissait aucune hostilité, plutôt la constatation d'un fait. Abigail ne sut que répondre. Ils mangèrent en silence. La nourriture était meilleure qu'elle ne l'avait imaginée, bien que nouvelle pour elle. La viande séchée était épicée avec des herbes inconnues, et les baies étaient à la fois sucrées et acidulées. « Demain, nous serons chez nous avant midi, » dit Ventfort une fois le repas terminé. « Chez nous » répéta Abigail en écho. Le mot sonnait étrangement pour un lieu qu'elle n'avait jamais vu. Notre village se trouve dans une vallée entre les collines. Il y a une rivière, de bons pâturages. C'est un endroit paisible. « Et les gens » demanda-t-elle doucement. « Comment vont-ils m'accueillir » Ventfort la fixa longuement à travers le feu. Les flammes se reflétaient dans ses yeux sombres, et Abigail sentit qu'il la voyait vraiment, non comme un symbole de paix ou une figure politique, mais comme une personne avec ses propres peurs et espoirs. Certains seront curieux, d'autres méfiants, mais personne ne vous fera de mal. Vous serez sous ma protection, parce que je suis votre femme. Parce que vous êtes un être humain, répondit-il simplement. Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne s'y attendait. Abigail baissa les yeux, étudiant les motifs de la peau sur laquelle elle était assise. Les guerriers se dispersaient peu à peu pour dormir. Certains s'enroulaient dans des couvertures près du feu, d'autres s'éloignaient vers la lisière du camp, probablement pour monter la garde. Ventfort se leva, et Abigail remarqua la grâce de ses mouvements, malgré sa stature imposante. « Reposez-vous, » dit-il. « La journée de demain sera longue. » Il se dirigea vers sa place, de l'autre côté du camp. Abigail le suivit du regard,
puis s'allongea sur les peaux préparées pour elle. Le ciel au-dessus était constellé d'étoiles, une quantité qu'elle n'avait jamais vue en ville. Mais malgré la beauté de la nuit, le sommeil ne venait pas. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête comme un essaim d'abeilles en colère. Que lui réservait le lendemain? À quoi ressemblerait le village? Comment seraient les gens? Et surtout, qu'exigerait d'elle Ventfort en tant que mari? L'air de la prairie était différent de celui de la ville. Pur, avec une odeur d'herbes et de montagnes lointaines. Mais il était froid. Abigail remonta sa couverture, mais elle frissonnait toujours. Pas seulement de froid, mais de tension nerveuse, d'incertitude, de peur. Elle ne remarqua pas Ventfort se lever. Elle n'entendit pas ses pas légers. Il se déplaçait sans un bruit, tel un chasseur. Elle sentit seulement quelque chose de chaud et de lourd se poser sur ses épaules. Abigail sursauta et se retourna. Ventfort se tenait à côté d'elle, sa cape en peau de bison la recouvrant désormais. À la lueur du feu mourant, son visage semblait plus doux et une sollicitude inattendue se lisait dans ses yeux. « Vous avez froid », dit-il à voix basse. « Merci », murmura-t-elle, surprise par son attention. Ventfort s'accroupit près d'elle. Dans la pénombre, elle ne distinguait que les contours de son visage, mais elle sentait son regard. Attentif, scrutateur, mais pas effrayant. « Abigail », prononça-t-il son nom lentement, comme pour en goûter la saveur. « Je sais que vous n'êtes pas ici de votre plein gré. Je sais que pour vous, c'est une punition. » La surprise lui coupa le souffle. Elle ne s'attendait pas à une telle franchise. « Je ne veux pas que vous me craigniez, poursuivit-il, ou que vous me haïssiez plus que vous ne le faites déjà. Je ne vous ai pas, dit doucement Abigail. Je ne vous connais pas, c'est tout. Et je ne vous connais pas non plus. Mais nous aurons le temps. » Ils restèrent silencieux. Au loin, un coyote hurla, son cri résonnant comme un écho mélancolique dans la nuit. « Dans ma tribu, une femme a le droit de choisir, » dit Ventfort à voix basse. « Même la femme d'un chef. Je n'exigerai rien de vous pourquoi vous ne seriez pas prête. » Abigail tourna la tête, essayant de déchiffrer son expression dans l'obscurité. « Que voulez-vous dire ? » ?»« J'attendrai, » répondit-il simplement. « J'attendrai que vous souhaitiez vous-même devenir ma femme, autrement que par le nom. » Le cœur d'Abigail s'emballa. Ces mots signifiaient plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Dans son monde, le monde des Blancs, un mari avait le droit de tout exiger de sa femme. Et cet homme qu'elle avait considéré comme un sauvage lui parlait de son droit de choisir. « Pourquoi ?» demanda-t-elle dans un murmure. Ventfort se releva. La cape sur ses épaules dégageait une odeur désormais familière, celle du cuir, de la fumée de camp, quelque chose de sauvage et de libre. « Car l'amour ne se prend pas de force, dit-il, il se mérite. » Il retourna à sa place, la laissant seule avec sa cape et ses paroles. Abigail resta allongée, les yeux fixés sur les étoiles, et pour la première fois en 3 semaines, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Peut-être que son destin n'était pas aussi terrible qu'elle le pensait. Peut-être que cet homme n'était pas celui qu'il paraissait. Peut-être. Elle s'enveloppa plus étroitement dans sa cape, sentant la chaleur se répandre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa poitrine. Demain, elle verrait sa nouvelle maison. Demain, sa nouvelle vie commencerait. Et pour la première fois, elle n'avait pas peur de ce lendemain. Le feu crépitait, le vent bruissait dans l'herbe, et quelque part dans l'obscurité, une chouette lançait son appel mélodieux. Abigail ferma les yeux et s'autorisa à croire que les choses pourraient ne pas être aussi sombres qu'il y paraissait. Après tout, un homme qui couvre une étrangère de sa cape par une nuit froide et qui parle du droit de choisir ne pouvait pas être un monstre. Il ne le pouvait pas. Abigail fut réveillée par des bruits inhabituels. À la place du craquement du plancher de la maison de son père et du roulement des roues sur les pavés, elle entendait le bruissement de l'herbe, le hennissement feutré des chevaux et le chant mélodieux des oiseaux.
Le soleil s'était déjà levé, baignant la prairie de teintes dorées. La cape de Ventfort la couvrait encore. Abigail s'assit prudemment, regardant autour d'elle. Le camp s'éveillait déjà. Les guerriers rassemblaient leurs affaires sans hâte. Quelqu'un ajoutait du bois au feu pour préparer le petit déjeuner. « Bonjour !» Elle se retourna. Ventfort se tenait à côté d'elle, lui tendant un bol en bois d'où s'échappait de la vapeur. À la lumière du matin, il paraissait plus jeune qu'hier. Il portait la même chemise en peau de cerf, mais Abigail remarqua maintenant de fines broderies sur les manches. Des motifs complexes de fils bleus et rouges. « Bonjour !» répondit-elle en prenant le bol. « Merci pour la cape. »« Les nuits sont froides dans la prairie, » dit-il simplement. « Surtout pour ceux qui n'y sont pas habitués. » Le bol contenait une bouillie épaisse de farine de maïs avec des morceaux de viande et des herbes inconnues. L'odeur était appétissante, et Abigail réalisa qu'elle avait très faim. « C'est délicieux, » dit-elle après la première cuillère. Un léger sourire effleura les lèvres de Ventfort. « La recette de ma mère. » Vieux Saoul était réputé pour être la meilleure cuisinière de la tribu. « Était » demanda prudemment Abigail. Le grand esprit l'a rappelé il y a 3 hivers. Dit-il d'une voix plus basse. Mais ces recettes vivent dans la mémoire des femmes de notre tribu. Abigail ne sut que dire. Dans son monde, parler des morts était gênant, douloureux. Mais Ventfort avait prononcé ces mots avec une tristesse si calme qu'elle comprit que pour son peuple, la mort n'était pas une fin, mais une transition. « Parlez-moi de votre tribu, » demanda-t-elle. « De ce qui m'attend. » Ventfort s'assit à côté d'elle sur le sol, ce qui surprit Abigail. Elle s'attendait à ce qu'un chef garde ses distances, mais il se comportait simplement, sans cérémonie. « Nous sommes le peuple Lakota, une branche des grands Dakota, » commença-t-il. « Notre village est petit, une 100aine de personnes. Nous vivons dans des tipis en été, lorsque nous suivons les bisons, et dans des maisons d'hiver, lorsque le froid arrive. Et c'est l'été maintenant ? La fin de l'été. Bientôt ce sera le temps de la chasse aux bisons, puis la préparation pour l'hiver. Pour les femmes, c'est une période particulièrement chargée. Il faut préparer la viande, cueillir les herbes, réparer les vêtements. Abigail sentit une pointe d'anxiété. Elle savait cuisiner des plats simples, coudre et broder. Mais toutes ses compétences étaient adaptées à la vie en ville. Que savait-elle de la conservation de la viande ou de la cueillette d'herbes sauvages? « Je ne connais pas vos méthodes, » avoua-t-elle doucement. « Et les femmes de la tribu vous apprendront, » dit Ventfort avec assurance. « Surtout ma sœur, Oiseau chanteur. C'est une femme sage, bien qu'elle ait 3 ans de moins que moi. Vous avez une sœur? Et un frère aussi? Ours Rapide est un guerrier et un chasseur. Mais Oiseau chanteur, elle est comme une mère pour beaucoup dans la tribu. Elle vous aidera à vous intégrer. » Abigail hocha la tête, quelque peu soulagée. Au moins une femme de la tribu serait amicale. 1 heure plus tard, la caravane se remit en route. Abigail remarqua que le paysage changeait progressivement, la prairie. Plate laissait place à un terrain vallonné, où parmi l'herbe jaunie, on apercevait des groupes d'arbres, des chênes et des érables dont les feuilles commençaient déjà à jaunir. « Nous sommes presque arrivés, » dit Ventfort en s'approchant de son chariot. Et en effet, une large vallée entourée de basses collines s'ouvrit bientôt devant eux. Une rivière serpentait au fond de la vallée, et sur ses rives se dressaient des dizaines de tentes coniques, des tipis. De la fumée s'élevaient des feux, des enfants jouaient près de l'eau, des femmes travaillaient à côté des tentes. La scène était étonnamment paisible et accueillante. « C'est magnifique !» laissa échapper Abigail malgré elle. Ventfort regarda son village avec fierté. « Nos ancêtres ont sagement choisi cet endroit. La rivière nous donne l'eau et le poisson. Les collines nous protègent des vents, et les pâturages nourrissent nos chevaux. » À mesure que la caravane approchait, les habitants du village commencèrent à se rassembler. Pour les accueillir,
Abigail vit des hommes, des femmes, des enfants. Tous la regardaient avec curiosité, mais sans hostilité. Beaucoup souriaient en saluant leur chef. Le chariot s'arrêta au centre du village, à côté d'un grand tipi, visiblement plus grand et plus richement décoré que les autres. Des scènes de chasse et de guerre étaient peintes sur ses parois, et des bouquets de plumes et d'amulettes pendaient à l'entrée. « La demeure du chef », expliqua Ventfort en aidant Abigail à descendre. Ses jambes flageolèrent après le long voyage, et elle s'appuya involontairement sur son bras. Il était fort, fiable, et un instant, Abigail se sentit en sécurité. Les gens s'étaient rassemblés en demi-cercle autour d'eux. Abigail se sentait observée de toutes parts, mais elle s'efforçait de garder sa dignité. Ventfort dit quelque chose en Lakota, et elle entendit son nom. Plusieurs personnes hochèrent la tête en signe d'approbation. « Je leur ai dit que vous étiez un don de paix entre nos peuples, traduisit-il, et que quiconque vous ferait du tort devrait me répondre. Une femme d'une trentaine d'années, belle, avec des yeux bienveillants et de longs cheveux noirs tressés, avec des rubans rouges, sortit de la foule. Elle portait une robe en cuir souple, ornée de perles et d'aiguilles de porc-épic. Oiseau chanteur la présenta Ventfort, ma sœur. Oiseau chanteur s'approcha d'Abigail et, à sa grande surprise, la serra dans ses bras. L'étreinte était chaleureuse, sincère, et des larmes montèrent aux yeux d'Abigail. « Bienvenue dans notre foyer, ma sœur, » dit Oiseau chanteur en anglais, avec un fort accent, mais de manière tout à fait compréhensible. « Merci, » murmura Abigail. « Oiseau chanteur va tout vous montrer et vous aider à vous installer, » dit Ventfort. « Je dois parler au conseil des anciens de notre voyage. » Il s'éloigna avec un groupe d'hommes âgés, laissant Abigail avec sa sœur. Oiseau chanteur la prit par la main et la conduisit vers le grand tipi. « D'abord, je te montre la maison, dit-elle. Ensuite, tu rencontreras les autres femmes. » L'intérieur du tipi était plus spacieux qu'Abigail ne l'avait imaginé. Le sol était recouvert d'épaisses peaux et de tapis colorés. Le long des parois se trouvaient des coffres et des paniers. Au centre, un foyer, un creux circulaire bordé de pierres, au-dessus duquel une ouverture dans le haut du tipi laissait s'échapper la fumée. « Ici dort Ventfort, » dit Oiseau chanteur, en désignant un côté du tipi où étaient disposées des fourrures. « Et ici, tu dormiras. » Elle montra le côté opposé, où une autre couche avait été préparée, séparée de la partie masculine par un paravent bas en cuir peint. « Il a dit que tu devais te sentir en sécurité, » ajouta doucement Oiseau chanteur. « Mon frère est un homme bon, il ne force personne. » Abigail hocha la tête, touchée par la prévenance de Ventfort. Même sa sœur était au courant de ça. Promesse. « Et ça, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en désignant de belles robes en cuir suspendues à des supports en bois. « Des vêtements pour toi. Les femmes de la tribu ont cousu toute la semaine. » Dit fièrement Oiseau chanteur. « Tu ne peux pas porter ta robe de blanche tout le temps. Ce n'est pas pratique. » Abigail toucha l'une des robes. Le cuir était doux comme de la soie, et la broderie était d'une beauté incroyable. Des fils bleus, rouges et jaunes formaient des motifs de fleurs et d'oiseaux. « C'est magnifique, » dit-elle avec admiration. « Mais je ne peux pas accepter des cadeaux aussi précieux. »« Si tu peux, » rit Oiseau chanteur. « Tu es la femme du chef. Tu dois avoir une apparence digne. » Après avoir inspecté la maison, Oiseau chanteur emmena Abigail à travers le village. Elle la présenta aux femmes qui travaillaient près de leur tipi. Certaines tannaient des pots, d'autres préparaient le repas, d'autres encore tressaient des paniers. Toutes accueillirent Abigail avec bienveillance, même si beaucoup ne parlaient pas anglais. Voici Lune Blanche, présenta Oiseau chanteur, à une femme âgée aux cheveux gris qui cousait des mocassins, la meilleure tanneuse de la tribu. Et voici Pluie de printemps, indiqua-t-elle une jeune femme avec un bébé dans les bras. Son mari est le guerrier Loup Noir. Pluie de printemps avait à peu près l'âge d'Abigail, avec des yeux sombres et vifs et un sourire agréable. Son bébé, un garçon d'environ 2 ans, regardait la femme blanche avec une curiosité non dissimulée. « Il est adorable, » dit Abigail en souriant à l'enfant.
Pluie de printemps dit quelque chose rapidement à Oiseau chanteur, qui se mit à rire. Elle dit que tu as un visage bienveillant et que tu seras une bonne mère. Abigail rougit. L'idée d'avoir des enfants dans sa nouvelle vie lui semblait étrange et lointaine. Elles arrivèrent à la rivière, où plusieurs femmes lavaient du linge et puisaient de l'eau. L'eau était claire et froide, le fond rocailleux. Des poissons nageaient dans les zones calmes, et des saules et des rosiers sauvages poussaient sur les berges. Chaque matin, les femmes viennent ici chercher de l'eau, expliqua Oiseau chanteur. C'est le moment des conversations, des nouvelles. Et les hommes? Les hommes chassent, gardent les chevaux, partent en reconnaissance. Chacun a sa tâche. Elles retournèrent au village juste à temps pour le repas de midi. Oiseau chanteur invita Abigail dans son tipi, où elles mangèrent une soupe de maïs et de venaison avec des oignons sauvages. « Raconte-moi ta vie, » demanda Oiseau chanteur, « avant de venir chez nous. » Abigail lui parla de sa vie à Fort-Laramie, de la maison de son père, des livres qu'elle aimait lire, de son rêve de voir un jour une grande ville de l'Est. Des livres, s'intéressa Oiseau chanteur. Ventfort aime aussi les livres. Il en rapporte de ses voyages au fort. Vraiment? Oui. Il dit que la connaissance est un pouvoir, que notre peuple doit comprendre le monde des Blancs pour survivre. Cette information surprit Abigail. Elle s'imaginait les chefs indiens comme des guerriers, pas comme des hommes s'intéressant aux livres. Alors que le soleil commençait à décliner, les chasseurs revinrent au village. Abigail aperçut Ventfort de loin. Il chevauchait en tête d'un groupe de cavaliers, et même à distance, sa silhouette se détachait des autres. « Il est de retour, » dit Oiseau chanteur, remarquant la direction de son regard. « Allons l'accueillir. » Les chasseurs avaient rapporté 2 cerfs et plusieurs lièvres. Tout le village se réjouissait de cette chasse fructueuse. Ventfort mit pied à terre près du tipi du chef et aperçut Abigail. « Comment s'est passée votre première journée ?» demanda-t-il. « Bien, » répondit-elle sincèrement. « Oiseau chanteur m'a tout montré. Les gens sont très gentils. »« J'en suis heureux, » dit-il, une lueur de satisfaction dans les yeux. « Ce soir, il y aura un dîner de fête en l'honneur de votre arrivée. J'espère que cela ne vous dérange pas. » « Bien sûr que non. »« Alors, Oiseau chanteur vous aidera à vous préparer. » Le soir, un grand feu fut allumé au centre du village. Les femmes apportèrent de la nourriture, de la viande rôtie, des galettes de maïs, des racines cuites au four, des boissons au bait. Les hommes accordèrent leurs tambours, et la musique commença. Abigail avait revêtu l'une des robes qu'on lui avait offertes. Elle lui allait étonnamment bien, et la broderie soulignait la couleur de ses yeux. Oiseau chanteur lui avait tressé les cheveux en une seule natte, qu'elle avait ornée de rubans bleus. « Magnifique, » dit-elle avec approbation. Ventfort ne pourra pas détacher son regard. Effectivement, quand Abigail apparut près du feu, les conversations se turent. Ventfort se leva et s'approcha d'elle. Il portait une chemise de cérémonie richement brodée et son collier de griffes. « Vous êtes resplendissante, » dit-il à voix basse. « Cette robe vous va à merveille. »« Merci, les femmes de la tribu sont de véritables artistes. » Il la conduisit à la place d'honneur, à côté de lui. Abigail remarqua que les gens les regardaient avec approbation. Apparemment, le fait qu'elle ait adopté une tenue traditionnelle était un symbole important. Le dîner se déroula dans une atmosphère chaleureuse. Les gens racontaient des histoires, chantaient des chansons, et les enfants jouaient près du feu. Abigail se sentit faire partie de cette communauté, ce qui la surprit elle-même. Dans mon monde, les femmes ne mangent pas avec les hommes lors des dîners officiels, dit-elle à Ventfort. Dans notre monde, les femmes sont des membres à part entière de la tribu, répondit-il. Sans les femmes, il n'y a ni vie ni avenir. Lorsque la fête se termina et que les gens commencèrent à se disperser, Ventfort raccompagna Abigail à leur tipi. « Merci pour cette soirée, dit-elle.
Je ne m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux. Les gens voient que vous êtes sincère, répondit-il. C'est plus important que toutes les cérémonies. Ils s'arrêtèrent à l'entrée du tipi. Abigail ressentait une étrange agitation. C'était leur première nuit sous le même toit. Abigail, dit doucement Ventfort, je veux que vous sachiez que ma promesse tient toujours. Dormez en paix. Elle hocha la tête, touchée par sa délicatesse. Bonne nuit, Ventfort. Bonne nuit. À l'intérieur du tipi, un petit feu brûlait dans le foyer. Abigail passa derrière le paravent, enfila une chemise de nuit et s'allongea sur les douces fourrures. À travers la fine cloison de cuir, elle entendait Ventfort se préparer pour la nuit. Allongée dans l'obscurité, elle repensait à la journée écoulée. Les peurs qui l'avaient tourmentée pendant le voyage s'étaient avérées vaines. Les gens l'avaient bien accueilli, Oiseau Chanteur était devenu une véritable amie, et Ventfort. Il n'était pas du tout celui qu'elle s'attendait à rencontrer. Peut-être que cette nouvelle vie ne serait pas si terrible. Peut-être même qu'elle y trouverait le bonheur. C'est avec cette pensée qu'Abigail s'endormit, bercée par le crépitement du feu mourant et le hurlement lointain des coyotes dans la prairie. Abigail se réveilla au son du village qui s'éveillait, des voix feutrées, le craquement du bois, le hennissement des chevaux. Les premiers rayons du soleil pénétraient par l'ouverture supérieure du tipi, baignant l'intérieur d'une lumière dorée. Elle jeta un coup d'œil prudent derrière le paravent. La moitié de Ventfort était vide, sa couche soigneusement faite. Enfilant l'une des robes offertes, de couleur brun clair, avec des broderies en forme de feuilles, Abigail sortit du tipi. L'air matinal était frais et vivifiant, sentant la fumée des feux et la rosée sur l'herbe. « Bonjour ma sœur !» l'appela Oiseau Chanteur. Elle était assise près de son tipi et tressait un panier en osier. « Tu as bien dormi ?»« Oui, merci. Et où est Ventfort ?»« Il est parti à l'aube avec les chasseurs. Ils doivent inspecter les pâturages éloignés. On y a vu des traces de loups. » Abigail hocha la tête, ressentant un vide étrange dû à son absence. En 2 jours, elle s'était habituée à sa présence, à sa voix calme et à son regard attentif. « Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire du pemmican, » dit Oiseau Chanteur en se levant. C'est important pour la femme d'un guerrier. Du pemmican ? De la nourriture pour les voyages, de la viande, de la graisse, des baies. On mélange tout, on le fait sécher. Ça se conserve longtemps et ça donne de la force. Elles se dirigèrent vers un endroit où plusieurs femmes travaillaient déjà la viande de la chasse de la veille. L'une blanche montrait comment couper correctement la venaison en fines lanières pour le séchage. « Regarde !» dit Oiseau Chanteur en prenant un couteau. On coupe dans le sens des fibres comme ça. L'épaisseur d'un doigt. Trop épais, ça ne séchera pas. Trop fin, ça deviendra trop sec. Abigail prit un second couteau et tenta de reproduire les gestes. Ses premiers morceaux étaient inégaux, mais peu à peu, elle commença à maîtriser la technique. « Bien », approuva l'une. Blanche, bien qu'elle ne parlât que Lakota. Oiseau Chanteur traduisit. « Elle dit que tu as de bonnes mains pour ce travail. » Pluie de printemps, son bébé dans les bras, s'assit à côté d'elle. Son fils nommé Petit Aigle observait Abigail avec curiosité. « Il veut toucher tes cheveux » rit sa mère. Il n'en a jamais vu d'aussi clair. Abigail se pencha vers l'enfant, qui toucha délicatement ses cheveux de sa petite main. Puis il se mit à rire et cacha son visage dans l'épaule de sa mère. « C'est un beau garçon, » dit Abigail. « Il ressemble à son père ?»« À son grand-père, » répondit Pluie de printemps par l'intermédiaire d'Oiseau Chanteur. Son grand-père était un grand guerrier. Peut-être que Petit Aigle le deviendra aussi. Le travail se poursuivit toute la matinée. Les femmes coupaient la viande, l'étendaient sur des cadres en bois pour la faire sécher, écrasaient des baies et préparaient la graisse. Abigail s'efforçait de mémoriser chaque étape. Dans la tribu des Blancs, les femmes ne font pas ce genre de travail, demanda une jeune femme qui s'était présentée comme étoile du matin. Certaines ici, répondit Abigail, mais différemment. Nous avons des magasins
où l'on peut acheter de la nourriture toute prête et des conserves. Les femmes échangèrent des regards surpris. « De la nourriture dans des boîtes en fer ?» demanda Oiseau Chanteur, incrédule. « Oui, de la viande, des légumes, des fruits, ça peut se conserver des années. »« Mais ça ne doit pas être bon ?» remarqua Lune Blanche. Abigail se mit à rire. « Vous avez raison, votre nourriture est bien meilleure. » Vers midi, la viande était suspendue pour sécher, et les femmes passèrent à d'autres tâches. Oiseau Chanteur emmena Abigail à la rivière, pour lui montrer comment cueillir des racines et des herbes comestibles. « Cette herbe est bonne pour les maux d'estomac, » expliqua-t-elle en désignant une plante aux feuilles étroites. « Et ses racines peuvent se manger crues ou cuites, très nutritives. » Abigail s'efforçait de tout retenir, mais sa tête tournait face à cette avalanche d'informations. Dans sa vie d'avant, elle achetait des médicaments à la pharmacie et des légumes au marché. « Ne t'inquiète pas », la rassura Oiseau Chanteur en remarquant son désarroi. « Tu apprendras tout petit à petit. L'important, c'est la volonté. » Elles retournèrent au village avec des paniers pleins d'herbes et de racines. Une surprise les attendait près du tipi du chef. Des piles de livres étaient posées à côté de l'entrée. « Qu'est-ce que c'est ?» s'étonna Abigail. « Vanfort a envoyé Cerf Rapide au fort, » expliqua Oiseau Chanteur. « Il lui a demandé de ramener tes affaires. » Abigail défit l'un des ballots. À l'intérieur se trouvaient ses robes, ses effets personnels et, plus important encore, ses livres. Elle serra contre sa poitrine un volume usé des poèmes de Longfellow, un cadeau de sa mère pour ses 15 ans. « Il s'est souvenu des livres, » dit-elle doucement. « Vanfort est attentif aux détails, » remarqua Oiseau Chanteur, « surtout s'ils sont importants pour ceux qui lui sont chers. » Ces mots firent battre le cœur d'Abigail plus vite. « Cher » signifiait-elle déjà plus pour lui qu'un simple symbole d'un traité de paix. Dans l'après-midi, un messager arriva au village avec des nouvelles inquiétantes. Abigail ne comprenait pas le Lakota, mais elle vit au visage des gens que quelque chose de grave s'était produit. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Oiseau Chanteur. « Des colons blancs se sont installés sur les terres près de la rivière du Serpent, » répondit-elle sombrement. « Ce sont nos terres de chasse. Le traité leur interdit de s'y rendre. Et maintenant, Vanfort devra décider, quand il reviendra. » La tension montait d'heure en heure dans le village. Les hommes se rassemblaient en groupe pour discuter de la situation. Les femmes travaillaient en silence, mais Abigail sentait leur inquiétude. Les chasseurs revinrent au coucher du soleil. Vanfort semblait fatigué et préoccupé. En apprenant la nouvelle, il convoqua immédiatement le conseil des anciens. Abigail ne savait pas si elle devait s'en mêler, mais l'inquiétude ne lui laissait aucun repos. Elle s'approcha du tipi où se tenait la réunion et entendit des voix de plus en plus tendues. « Que disent-ils » demanda-t-elle à Oiseau Chanteur, qui écoutait également à l'entrée. « Certains veulent chasser les colons par la force » traduisit-elle. « Ils disent que le traité a été violé, qu'on peut répondre par les armes. Et Vanfort, il veut d'abord essayer de négocier, leur envoyer des émissaires. C'est raisonnable. Mais le vieux loup gris dit que les Blancs ne comprennent que la force, que les négociations sont une perte de temps. » Les voix dans le tipi devinrent plus fortes. Quelqu'un se disputait clairement, coupant la parole aux autres. Abigail appela doucement Oiseau Chanteur. « Peut-être pourrais-tu parler à mon frère. Tu sais comment pensent les Blancs. Mais ce ne sont pas mes affaires. Maintenant, ce sont tes affaires. Tu es la femme du chef. » Abigail prit une profonde inspiration. Oiseau Chanteur avait raison. Qu'elle le veuille ou non, son destin était désormais lié à celui de la tribu. Elle souleva le pan du tipi et entra. La conversation cessa immédiatement. 7 anciens étaient assis en cercle, et Vanfort se tenait en face de l'entrée. Son regard croisa le sien, et une lueur de surprise y passa. « Je vous prie de m'excuser, » dit-elle. « Mais j'aimerais dire quelque chose. » L'un des anciens, un homme assez aux cheveux gris et au visage ridé,
grogna quelque chose en Lakota avec mécontentement. Lougri dit que les femmes n'ont pas leur place dans un conseil de guerriers, traduisit Ventfort. Je comprends, répondit calmement Abigail. Mais je ne suis pas une femme ordinaire. Je suis blanche, et je sais comment pensent mes anciens compatriotes. Ventfort échangea un regard avec les anciens, puis hocha la tête. Parlez. Les colons qui ont pris vos terres ne connaissent probablement pas le traité, commença Abigail, ou ils n'en comprennent pas les termes. Beaucoup de Blancs ne savent pas lire, et ceux qui le savent ignorant souvent les accords locaux. L'ignorance n'excuse pas la violation, objecta Lougri par l'intermédiaire du traducteur. Vous avez raison, admit Abigail. Mais si vous les attaquez immédiatement, ils crieront au sauvage meurtrier. L'armée aura un prétexte pour une grande guerre. Alors que si vous essayez d'abord d'expliquer, ils ne partiront pas, dit sombrement un autre ancien. Peut-être. Mais vous aurez alors le droit moral d'utiliser la force. Et l'armée ne pourra pas vous accuser d'une attaque non provoquée. Ventfort hochait la tête, pensif. Ce sont des paroles sages, dit-il. Nous allons essayer de négocier. Si cela ne fonctionne pas, alors nous leur montrerons la force de notre peuple, conclut Lougri. Et les autres anciens approuvèrent d'un murmure. Le conseil se termina 1 heure plus tard. Il fut décidé d'envoyer une délégation menée par Ventfort lui-même. Abigail attendait à l'extérieur du tipi, tripotant nerveusement les plis de sa robe. « Merci, dit Ventfort en sortant le dernier. Votre conseil a été utile. Je ne veux simplement pas de guerre, répondit-elle doucement. Trop de gens mouraient des 2 côtés. Je n'en veux pas non plus. Mais parfois, un homme n'a pas le choix. » Ils se tenaient côte à côte dans la douce lumière du couchant. Abigail sentait la force et la détermination qui émanaient de lui, mais aussi la fatigue due au poids de ses responsabilités. « Quand irez-vous voir les colons » demanda-t-elle. « Demain, à l'aube. Le plus tôt sera le mieux. Emmenez-moi avec vous. » Ventfort se tourna brusquement vers elle. « Quoi ? Emmenez-moi avec vous » répéta Abigail, surprise de sa propre audace. S'ils voient une femme blanche à vos côtés, cela montrera que vous venez en paix. Et je pourrai traduire, leur expliquer la situation dans leur langue. C'est trop dangereux. Si les négociations échouent, je suis prête à prendre le risque. Ventfort la regarda longuement, comme pour sonder son âme. « Pourquoi » demanda-t-il enfin. « Pourquoi voulez-vous nous aider contre votre propre peuple ?» Abigail réfléchit à sa réponse. Pourquoi, en effet? 1 semaine plus tôt, elle se considérait comme une prisonnière. Et maintenant, elle était prête à risquer sa vie pour des gens qu'elle connaissait à peine. « Parce que maintenant, c'est aussi mon peuple, » dit-elle doucement. « Et parce que je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose. » Ces derniers mots lui échappèrent, et Abigail rougit. Mais Ventfort ne sourit pas et ne se détourna pas. Au contraire, son regard devint encore plus intense. « Cela pourrait être très dangereux, » prévint-il. « Je comprends. Et vous devrez être de mon côté, totalement. Je le serai. » Ventfort hocha la tête. « Bien, mais au premier signe de danger, vous ferez ce que je vous dirai, sans discuter. D'accord. Alors, préparez-vous. Nous partons à l'aube. » Il se dirigea vers son tipi, laissant Abigail seule avec ses pensées sur le lendemain. Elle comprenait qu'elle prenait une décision qui pourrait tout changer. Mais étrangement, elle ne le regrettait pas. Oiseau chanteur s'approcha d'elle après que Ventfort fut entré dans le tipi. « Tu pars avec lui » dit-elle. C'était une affirmation, pas une question. « Oui, c'est dangereux. Je sais. » Oiseau chanteur la serra dans ses bras. « Tu es une femme courageuse, et tu fais le bon choix. Mon frère, il a besoin d'une femme comme toi. »« Nous ne sommes pas vraiment mari et femme, » rappela Abigail. « Pas encore, » sourit Oiseau chanteur. « Mais je vois comment il te regarde.
Et comment tu le regardes ?» Abigail ne discuta pas. Au fond d'elle, elle savait que ses sentiments pour Ventfort devenaient plus forts chaque jour. Demain serait une épreuve, non seulement pour les négociations de paix, mais aussi pour elle-même. La nuit, elle eut du mal à trouver le sommeil, écoutant la respiration calme de Ventfort derrière le paravent et pensant à ce qui les attendait le matin. Les coyotes hurlaient dans la prairie, mais leur voix ne lui paraissait plus effrayante. Au contraire, c'était le chant de sa nouvelle patrie, qu'elle était prête à défendre. Abigail se réveilla avant l'aube, au son d'un léger bruissement. Ventfort était déjà debout et se préparait pour le départ. Elle l'entendit vérifier ses armes. Le son caractéristique de l'acier contre le cuir du fourreau, le cliquetis discret du métal. « Bonjour », murmura-t-elle en passant la tête derrière le paravent. Il se tourna. Dans la pénombre du tipi, son visage paraissait sévère, concentré. « Il n'est pas trop tard pour changer d'avis, » dit-il à voix basse. « Je n'ai pas changé d'avis. » Ventfort hocha la tête et lui tendit une pile de vêtements. « Oiseau chanteur vous a préparé des vêtements de voyage, plus pratiques. » Abigail prit les vêtements. Des jambières en cuir, une tunique et des mocassins montants. Tout était solidement cousu, conçu pour de longues chevauchées. « Merci, je vais me changer rapidement. Nous avons le temps. » Les autres se préparent encore. Pendant qu'Abigail se changeait, Ventfort alluma un petit feu et prépara une tisane. L'odeur de menthe et de plantes inconnues emplit le tipi. « Vous êtes nerveuse ?» demanda-t-il en lui tendant une tasse en bois. « Un peu ?» admit Abigail. « Et vous ?» « Je suis toujours nerveux avant des négociations importantes. C'est normal. » La tisane était chaude et parfumée, la réchauffant de l'intérieur. Abigail comprenait que cela pourrait être leur dernière conversation tranquille. Nul ne savait comment se terminerait la rencontre avec les colons. « Ventfort, dit-elle après une hésitation. Si quelque chose tourne mal, s'il y a une bagarre. »« Cela n'arrivera pas, l'interrompit-il. Je ne le permettrai pas. Mais si jamais, alors vous retournerez au village au galop, sans vous retourner. Promettez-le-moi. » Abigail plongea son regard dans ses yeux sombres, et y vit non seulement de la détermination, mais aussi de la sollicitude. Pour elle, pour sa sécurité. « Je le promets. » À l'aube, la délégation était prête. Outre Ventfort et Abigail, 4 guerriers scellés. Accompagnés. Cerf rapide, loup noir, flèche de fer et le jeune faucon blanc. Tous étaient armés, mais leurs armes étaient portées de manière à montrer leurs intentions pacifiques. Les arcs dans le dos, les lances pointées vers le haut. Oiseau chanteur les accompagna jusqu'à la lisière du village. « Sois prudent, mon frère, » dit-elle en serrant Ventfort dans ses bras. « Et toi aussi, ma sœur, » ajouta-t-elle en se tournant vers Abigail. « Nous reviendrons, » promit Abigail sans être elle-même certaine de ses paroles. Le soleil se levait à l'horizon lorsqu'ils quittèrent la vallée. La matinée était claire, l'air frais et pur. Les chevaux avançaient d'un trot régulier sur un sentier que Ventfort connaissait bien. Abigail chevauchait à ses côtés sur une jument bée, nommée Rivière Rapide. La monture était calme et obéissante, visiblement habituée à son cavalier. En un mois passé dans la tribu, Abigail avait considérablement amélioré ses compétences équestres, bien qu'elle fût encore loin du niveau des cavaliers indiens. « Parlez-moi de ces colons, » demanda-t-elle alors qu'ils débouchaient dans la prairie. « La famille Martin, » répondit Ventfort. « Ils sont arrivés de l'Est il y a 2 mois. Jack Martin, sa femme Mary, 2 enfants. Il y a aussi le frère de Jack, Tom, et un vieil homme du nom de Williams. Comment connaissez-vous leurs noms? Les marchands me l'ont dit. Martin achetait des semences et des outils au fort. Il a dit qu'il voulait créer une ferme. « Une ferme sur vos terres ?» remarqua sombrement Abigail. Peut-être ne sait-il pas que ce sont nos terres. Ou peut-être le sait-il, mais il a décidé de tenter sa chance. Que ferez-vous s'il refuse de partir? Ventfort resta longtemps silencieux, le regard fixé sur l'horizon. « Je leur donnerai 3 jours pour plier bagages.
S'ils ne partent pas, je les chasserai par la force. Et s'ils demandent l'aide de l'armée, alors ce sera la guerre. La simplicité avec laquelle il prononça ces mots effraya Abigail. Elle comprenait que pour Ventfort, la défense des terres de ses ancêtres était une question d'honneur, qui n'admettait aucun compromis. Ils chevauchèrent pendant près de 3 heures, avant d'apercevoir la fumée d'un feu derrière une petite colline. Ventfort leva la main, arrêtant le groupe. « Nous avançons lentement, dit-il. Gardez vos armes bien en vue, pour qu'ils voient que nous venons pour parler, pas pour nous battre. » Ils gravirent la colline et découvrirent en contrebas une petite installation. Quelques bâtiments sommaires, un enclos pour le bétail, une parcelle de terre labourée. Près de la plus grande maison, un homme travaillait coupant du bois. En entendant le bruit des sabots, il se redressa et les regarda tendus. « Jack Martin, » dit doucement Ventfort, « préparez-vous. » Ils descendirent lentement la colline. Martin jeta sa hache et se réfugia dans la maison. Un instant plus tard, 3 hommes en sortirent avec des fusils. Martin lui-même, son frère et le vieux Williams. « N'avancez plus !» cria Martin, alors que les Indiens s'approchaient à une 50aine de mètres. « Que voulez-vous » Ventfort leva la main en signe de paix et arrêta son cheval. Abigail se plaça tout près de lui. « Nous sommes venus pour parler » dit Ventfort d'une voix forte en anglais. Les colons furent visiblement surpris d'entendre un Indien parler leur langue. Ils le furent encore plus en remarquant Abigail. « Seigneur Jésus, » marmonna le vieux Williams, « ils ont une femme blanche. »« Je m'appelle Ventfort, » poursuivit le chef. « Je suis le chef de la tribu Lakota, sur les terres de laquelle vous vous êtes installés. Voici ma femme, Abigail. »« Votre femme ?» Jack Martin plissa les yeux, examinant Abigail. « Êtes-vous avec eux de votre plein gré, madame ?»« Oui, » répondit fermement Abigail. « Et je vous demande d'écouter ce que mon mari a à dire. » Le ton de sa voix, calme et convaincant, détendit un peu les colons. Leurs fusils étaient toujours pointés sur les Indiens, mais leurs doigts ne reposaient plus sur les gâchettes. « Parlez, » dit Martin, « mais faites vite. » Ventfort mit pied à terre et fit un pas en avant. Ses guerriers restèrent en selle, mais leurs mains étaient près de leurs armes. « Cette terre appartient à mon peuple en vertu d'un traité avec le gouvernement des États-Unis, » commença-t-il. « Un traité signé il y a 3 ans à Fort Laramie. Il est interdit aux Blancs de s'installer ici sans la permission de la tribu. »« Quel traité ?» s'indigna Tom Martin. « Nous n'avons jamais entendu parler d'un traité. »« Cela n'annule pas sa validité, » répondit calmement Ventfort. « Écoutez, chef, » intervint Jack Martin, tentant de parler pacifiquement. « Nous venons de l'Ohio. Nous avons tout perdu là-bas. Mauvaise récolte, dettes, ma femme est enceinte et tombée malade. Nous cherchons juste un endroit pour recommencer notre vie. » Abigail vit le visage de Ventfort se contracter. Elle savait que l'histoire de ces gens le touchait. Lui aussi. Avait perdu de nombreux proches. Il connaissait la souffrance. « Je comprends vos difficultés, » dit-il. « Mais cela ne vous donne pas le droit de prendre la terre d'autrui. »« D'autrui » s'enflamma le vieux Williams. « Mais c'est un désert ici. Personne n'y vit, rien n'y pousse. »« Nos chevaux y paissent, » rétorqua Ventfort. « Nous y chassons. Cette terre nourrit mon peuple depuis de nombreuses générations. »« Monsieur Martin, » intervint Abigail, « que vous a-t-on dit au bureau des terres lorsque vous avez obtenu les papiers pour cette parcelle ?» Martin parut embarrassé. « On a dit que la terre était libre, que les Indiens avaient accepté de la quitter. »« Qui a dit ça exactement ?» insista Abigail. « Un employé, un jeune, roux. » Abigail échangea un regard avec Ventfort. Ils comprenaient tous deux ce qui s'était passé. Un fonctionnaire corrompu avait vendu une terre sur laquelle il n'avait aucun droit. « Monsieur Martin, » dit Ventfort, « je ne veux pas vous faire de mal, mais vous devez quitter cette terre. »« Mais où irions-nous » demanda Martin désespéré. « Nous n'avons pas d'argent pour une autre parcelle. Et les enfants, ils ont besoin d'un toit. » À ce moment,
Une femme sortit de la maison avec 2 enfants, un garçon d'une dizaine d'années et une fillette de 5 ans. La femme était pâle, maigre, visiblement malade. Les enfants se serraient contre elle, regardant les Indiens avec effroi. « Jack, que se passe-t-il » demanda la femme d'une voix faible. « Tout va bien, Mary » la rassura son mari. « Rentre à la maison. » Mais Abigail était déjà descendue de cheval et s'approcha de la femme. « Bonjour, » dit-elle doucement. « Je m'appelle Abigail. Et comment s'appellent vos enfants ?»« Je suis Mary, » répondit la femme, décontenancée. « Et voici Tommy et Sue. »« De beaux enfants, » sourit Abigail. « Sue, quel âge as-tu ?»« 5 ans, » murmura la fillette. Abigail s'accroupit devant elle. « Et moi, j'ai 22 ans, je suis déjà une grande dame. » La fillette esquissa un timide sourire. Abigail se releva et se tourna vers Ventfort. « Puis-je vous parler ?» demanda-t-elle à voix basse. Ils s'éloignèrent pour que les colons ne puissent pas les entendre. « Ces gens ne sont pas des ennemis, » dit Abigail. « Ils sont victimes d'une tromperie, tout comme vous. Mais ils sont quand même sur notre terre, » rappela Ventfort. « Je sais qu'ils sont sur votre terre, » dit doucement Abigail. « Mais regardez-les. Une femme malade, des enfants effrayés. Si vous les chassez maintenant, ils risquent de ne pas survivre. » Ventfort regarda la famille Martin, et Abigail vit un conflit intérieur dans ses yeux. Il avait été élevé pour protéger les faibles, mais il devait aussi protéger la terre de son peuple. « Je n'ai pas le choix, » dit-il enfin. « Si je leur permets de rester, d'autres colons penseront qu'ils peuvent violer nos frontières en toute impunité. Et si nous trouvions un compromis? Quel compromis? » Abigail prit une profonde inspiration pour formuler sa pensée. « Donnez-leur jusqu'au printemps. Laissez-les passer l'hiver ici. La femme malade et les enfants ne supporteraient pas un déménagement dans le froid. Au printemps, ils partiront trouver un autre endroit. Et que me donneront-ils en échange? » Martin a l'air d'un fermier expérimenté. Qu'il enseigne à votre peuple de nouvelles techniques agricoles. La culture du blé et du maïs. Cela aidera la tribu à moins dépendre de la chasse. Ventfort réfléchit. La proposition était sensée. La tribu pourrait en effet bénéficier des connaissances d'un fermier blanc. « Je dois consulter mes guerriers, » dit-il. Pendant que Ventfort parlait à voix basse avec ses hommes, Abigail retourna vers les colons. « Madame Martin, » s'adressa-t-elle à Marie, « parlez-moi de votre maladie. Je pourrais peut-être vous aider. »« J'ai les poumons fragiles, » avoua la femme. « Je tousse depuis l'hiver dernier. Je n'ai plus de force. Le médecin en Ohio a dit qu'il me fallait un climat sec. » Abigail hocha la tête. Elle avait vu des symptômes similaires chez les épouses des marchands du fort. Une toux épuisante, une faiblesse, de la fièvre. « L'air est en effet meilleur ici, dit-elle. Et dans la tribu, il y a une femme, Lune Blanche, qui connaît les herbes contre la toux. Elle pourrait vous aider. »« Vous croyez que les Indiens ne nous chasseront pas ?» demanda Jack Martin avec espoir. « Cela dépend de vous, » répondit Abigail. « Ventfort est un homme juste. Si vous proposez quelque chose en échange, que pouvons-nous offrir? Nous n'avons presque rien. Vous avez des connaissances. Vous savez cultiver le blé, construire des maisons à la manière des Blancs. Peut-être connaissez-vous des métiers? »« J'étais charpentier, » dit Tom Martin. « Et Jack est un bon fermier. William sait lire et écrire. Il a déjà étudié pour devenir prédicateur. »« Alors vous avez quelque chose à offrir. » Ventfort termina sa discussion avec ses guerriers et s'approcha des colons. « Je suis prêt à vous proposer un accord, » dit-il. « Vous pouvez rester jusqu'au printemps, mais à certaines conditions. »« Lesquelles ?» demanda Jack Martin tendu. « Vous apprendrez aux femmes de notre tribu à cultiver le blé blanc et les légumes. Votre frère montrera à nos hommes comment construire des maisons solides en bois. Et le vieil homme apprendra à nos enfants à lire et à écrire en anglais. »« C'est tout ?» n'en crut pas ses oreilles, Martin. « Et vous jurerez de quitter cette terre au printemps et de trouver un autre endroit où vivre, pacifiquement, sans vous plaindre aux autorités. »
Les colons se regardèrent. L'offre était généreuse, bien plus qu'ils n'auraient pu l'espérer. « Et si nous rompions notre serment ?» demanda prudemment le vieux Williams. « Alors vous deviendrez les ennemis de la tribu Lakota, » répondit simplement Vanfort. « Et nous avons une bonne mémoire pour nos ennemis. »« Nous sommes d'accord, » dit rapidement Jack Martin. « Vraiment, nous sommes d'accord. »« Merci, chef. »« Ne me remerciez pas, » dit Vanfort en regardant Abigail. « C'était l'idée de ma femme. » Les négociations durèrent encore 1 heure pour discuter des détails de l'accord, des délais, des obligations de chaque partie. Abigail traduisait les points les plus complexes, aidant les 2 camps à se comprendre. « J'enverrai Oiseau Chanteur vous voir dans 3 jours, » dit Vanfort pour conclure. « Elle vous montrera quelles herbes cueillir pour soigner la toux de votre femme. »« Merci, » dit Mary, les larmes aux yeux. « Je ne sais comment vous remercier. »« Élevez de bons enfants, » répondit Vanfort. « Apprenez-leur à respecter la terre et le peuple d'autrui. » Alors qu'il partait, la petite Sue fit un signe de la main à Abigail. La jeune femme lui sourit et lui répondit, sentant une chaleur dans sa poitrine, d'avoir pu éviter une effusion de sang. « Vous avez pris un risque, » dit Vanfort alors qu'il s'éloignait de la ferme. « Si mes guerriers n'avaient pas accepté ce compromis. »« Mais ils l'ont accepté, » répondit Abigail, « parce que vous êtes un chef sage et qu'ils ont confiance en votre jugement. Ou parce qu'ils ont vu que ma femme parlait en connaissance de cause. » Le mot « femme » résonna d'une manière particulière, et Abigail sentit son cœur s'accélérer. Le chemin du retour fut plus court. Les chevaux sentaient la proximité de leur pâturage et allaient plus vite. Le soleil déclinait lorsque la fumée du village apparut. À l'entrée de la vallée, un groupe de cavaliers, mené par Ours Rapide, le frère de Vanfort, les attendait. Il ressemblait au chef, grand, large d'épaules, mais plus jeune et plus impétueux. « Mon frère !» cria-t-il en s'approchant au galop. « Comment se sont passées les négociations? Faut-il se préparer à la guerre ?»« Il n'y aura pas de guerre, » répondit calmement Vanfort. « Nous nous sommes. »« Arrangés ?»« Arrangés, » s'étonna Ours Rapide. Les colons ont accepté de partir. Ils partiront au printemps. En attendant, ils apprendront des choses utiles à notre peuple. Ours Rapide balaya du regard tous les participants, s'attardant sur Abigail. Et cette femme blanche t'a aidé à les convaincre? Elle a proposé une solution qui convenait à tous, confirma Vanfort. Au village, ils furent accueillis en héros. La nouvelle de la résolution pacifique du conflit s'était déjà répandue, et les gens s'étaient rassemblés pour entendre les détails. Vanfort rendit compte des négociations au Conseil des Anciens, tandis qu'Abigail racontait les événements à Oiseau Chanteur et aux autres femmes. Tous hochèrent donc la tête en signe d'approbation en entendant les termes de l'accord. « Tu as agi avec sagesse, ma sœur, » dit Oiseau Chanteur. « Tu as montré à ces Blancs qu'il y a de la justice et de la miséricorde parmi nous. »« Et que diront les autres tribus maintenant ?» demanda Pluie de Printemps. « Ne penseront-elles pas que nous sommes devenus faibles ?»« Non, » répondit avec assurance Vanfort, qui les avait rejoints. « La force ne réside pas seulement dans le combat. La force, c'est de trouver la bonne solution. » Le soir, une fois le village calmé, Abigail et Vanfort se retrouvèrent seuls dans leur tipi. Elle retirait ses vêtements de voyage, tandis qu'il affûtait un couteau près du feu. « Aujourd'hui, vous vous êtes comportée comme une véritable femme de chef, » dit-il sans lever les yeux de sa lame. « Que voulez-vous dire? Vous avez pensé au bien de la tribu, cherché une solution pacifique, mais vous étiez prête à me soutenir si nous avions dû nous battre. » Abigail s'assit sur sa couche, se brossant les cheveux. Une femme de chef devrait-elle se comporter autrement? Beaucoup de femmes blanches n'auraient pas pu agir ainsi, placer les intérêts d'un peuple étranger au-dessus de ceux de leurs compatriotes. « Mais ce n'est plus un peuple étranger, » dit doucement Abigail. « C'est aussi mon peuple. » Vanfort leva les yeux et la regarda à travers les flammes. Son regard exprimait de la gratitude, du respect et quelque chose d'autre, quelque chose qui lui serra le cœur.
Quand je vous ai vu aujourd'hui, près de cette femme malade et de ses enfants, dit-il lentement, j'ai compris que vous n'étiez pas seulement belle à l'extérieur. Vous avez un cœur bon. Ventfort, je sais que je vous ai fait une promesse. Je sais que j'ai dit que j'attendrais. Mais aujourd'hui, pour la première fois, j'ai pensé que cette attente pourrait un jour prendre fin. Abigail cessa de se brosser les cheveux. Ses mains tremblaient. Et j'ai pensé la même chose, avoua-t-elle dans un murmure. Ils se regardèrent à travers le feu, et un silence chargé de sentiments inexprimés s'installa entre eux. Abigail sentit quelque chose changer dans son cœur. Les murs qu'elle avait érigés autour d'elle commencèrent à s'effondrer. « Abigail, dit doucement Ventfort. « Oui ? Je suis heureux que vous soyez ici, heureux que le destin vous ait mené à moi. »« Et moi aussi je suis heureuse, » répondit-elle sincèrement. « Avant je pensais que c'était une malédiction, et maintenant cela me semble être un cadeau. » Ventfort se leva et s'approcha du paravent qui séparait leur moitié du tipi. « Bonne nuit, ma femme, dit-il. « Bonne nuit, mon mari, répondit-elle, et les mots sonnèrent chata naturel, juste. Allongée dans le noir, Abigail repensait à la journée. Elle avait contribué à empêcher une guerre, sauver une famille de colons, et surtout, elle avait senti qu'elle devenait vraiment partie intégrante de ce monde, partie intégrante de la vie de Ventfort. Derrière le paravent, il ne dormait pas non plus. Elle entendait sa respiration calme, parfois un bruissement lorsqu'il se tournait. La distance entre eux n'était que de quelques pieds, mais elle semblait immense, et en même temps, si petite. Demain, commenceraient les préparatifs pour l'hiver. Les colons apprendraient aux femmes de la tribu de nouvelles techniques agricoles. Lune Blanche irait soigner la malade Mary. La vie suivrait son cours. Mais quelque chose avait changé entre elle et Ventfort. Quelque chose d'important et d'irréversible. Abigail s'endormit en pensant que, pour la première fois depuis des semaines, elle ne se contentait pas d'exister en ce lieu, mais qu'elle y vivait vraiment. Et pour la première fois, elle pouvait imaginer un avenir où elle ne serait pas seulement la femme du chef de nom, mais une femme qui aime et qui est aimée. Peut-être que cet avenir n'arriverait pas demain, ni dans une semaine, mais il arriverait. Elle le sentait de tout son cœur. Les premiers flocons de neige commencèrent à tomber fin octobre, alors que le village achevait ses préparatifs pour l'hiver. Abigail se tenait à l'entrée du tipi, observant les flocons blancs tournoyer lentement dans l'air, se poser sur le sol et fondre, laissant des taches sombres sur l'herbe jaunie. En 2 mois, beaucoup de choses avaient changé. L'accord avec la famille Martin s'était avéré mutuellement bénéfique. Jack avait appris aux femmes de la tribu à cultiver un blé résistant à l'hiver et à conserver les légumes dans des pots en argile. Tom avait aidé les hommes à construire plusieurs maisons d'hiver solides en rondins, selon le modèle des Blancs. Et le vieux William enseignait chaque soir les lettres de l'alphabet anglais aux enfants, utilisant une vieille Bible et quelques livres que Ventfort avait rapportés du fort. Mary Martin se rétablissait sous les soins de Lune Blanche. La guérisseuse indienne lui préparait des décoctions de racines de guimauve et de tussilage, et sa toux lancinante s'apaisait peu à peu. « À quoi penses-tu » demanda une voix familière. Abigail se retourna. Ventfort se tenait derrière elle, la neige saupoudrant ses peaux. « À la rapidité avec laquelle tout a changé, » répondit-elle. « J'ai l'impression d'être arrivée hier, effrayée et perdue. Et maintenant, c'est chez moi. Un vrai foyer. » Au cours de ces mois, Abigail avait appris les bases de la langue Lakota, appris à tanner les peaux, à cuisiner des plats traditionnels, à tresser des paniers en osier. Les femmes de la tribu l'avaient acceptée comme l'une des leurs. Elles l'appelaient « Sœur Blanche », et ce nom contenait plus de chaleur que n'importe quel titre formel. « Le grand froid va bientôt arriver », dit Ventfort en s'approchant. « Il est temps de déménager dans les habitations d'hiver. » La tribu avait déjà commencé à se préparer pour le déplacement vers le camp d'hiver, un vallon protégé à 3 miles du village d'été,
où des maisons solides en pierre et en bois se dressaient parmi de basses collines. Là, la tribu pouvait plus facilement affronter les rudes mois d'hiver. « Et notre maison est-elle prête ?» demanda Abigail. Tom Martin a aidé à la terminer. Il dit qu'une telle maison résistera à n'importe quelle tempête. La maison d'hiver du chef comportait 2 pièces. Une pièce commune avec un foyer et une chambre. Il n'y avait pas de paravent symbolique comme celui qui séparait leur espace dans le tipi d'été. Abigail y pensait chaque jour, et chaque jour, ses sentiments pour Ventfort se renforçaient. Lui aussi avait changé au cours de ces mois. Il était devenu plus ouvert avec elle, souriait plus souvent, lui racontait parfois son enfance, ses parents, ses rêves pour son peuple. Abigail voyait en lui non seulement le chef, mais aussi un homme. Bon, sage, parfois solitaire. « Abigail, dit-il après une hésitation, je dois vous dire quelque chose. » « Quoi ? » « Un messager du fort est arrivé aujourd'hui. Votre père veut vous voir. Il est malade. » Le cœur d'Abigail se serra. Son père était la seule personne proche de son ancienne vie. Qu'a-t-il ? Le cœur, répondit brièvement Ventfort. Le médecin du fort dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Abigail ferma les yeux, luttant contre les larmes. Même si elle en voulait à son père pour ce mariage forcé, elle l'aimait toujours. « Je dois aller le voir, dit-elle. Je sais, et je viendrai avec vous. Mais l'hiver, le déménagement au camp d'hiver. Oiseau chanteur s'occupera du déménagement. Votre père est plus important. » Une chaleur envahit la poitrine. D'Abigail. Même maintenant, alors que la tribu avait besoin de son chef, Ventfort était prête à faire passer ses besoins en premier. « Merci, dit-elle doucement. Nous partirons demain à l'aube. Cerf Rapide et Loup Noir nous accompagneront. » Les préparatifs durèrent toute la soirée. Oiseau chanteur aida Abigail à emballer des vêtements chauds et des cadeaux pour son père. Des mocassins brodés qu'elle avait cousus elle-même et une fiole de baume curatif de lune blanche. « Combien de temps resterez-vous au fort ?» demanda Oiseau chanteur. « Je ne sais pas. Cela dépend de l'état de mon père. »« Et s'il meurt, resteras-tu là-bas ou reviendras-tu parmi nous ?» Abigail réfléchit. Il y a quelques mois, elle aurait répondu sans hésiter. Bien sûr, elle serait restée dans le monde des Blancs. Mais maintenant, je reviendrai, dit-elle fermement. Ma maison est ici. Et Ventfort ? Quoi Ventfort ? Tu l'aimes ? Affirma Oiseau chanteur. Abigail ne nia pas. Oui, je l'aime. Et il t'aime aussi. Tout le monde voit comment il te regarde. Mais il ne s'est encore rien passé entre nous. Il tient sa promesse. Peut-être est-il temps d'oublier les promesses, suggéra doucement Oiseau chanteur. Le voyage jusqu'au fort dura 3 jours. Ils avancèrent rapidement, ne s'arrêtant que pour la nuit. Abigail s'inquiétait pour son père, mais aussi pour la manière dont elle serait accueillie au fort. Près de 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle était partie, victime d'un arrangement politique. Elle revenait maintenant en tant qu'épouse d'un chef indien, de son plein gré et par amour. Fort Laramie lui parut plus petit et plus gris que dans ses souvenirs. Les constructions en bois semblaient fragiles comparées aux solides maisons des Lakota. Les soldats à la porte regardèrent avec surprise le petit groupe de cavaliers. Une femme blanche en tenue indienne et 3 guerriers Lakota. « Madame Harrison ?» l'appela avec hésitation le sergent MacDonald, qu'elle connaissait depuis son enfance. « Je suis maintenant Madame Ventfort », le corrigea calmement Abigail. « Oui, bien sûr. Votre père est à l'hôpital. Le docteur Parker s'occupe de lui. » L'hôpital du fort était un petit bâtiment en rondins grossièrement taillé. À l'intérieur, une odeur d'acide carbolique et de médicaments flottait. Thomas Harrison était allongé sur un lit étroit dans un coin reculé. En quelques mois, il avait beaucoup vieilli. Ses cheveux gris s'étaient clairsemés, ses joues s'étaient creusées. Sa peau avait pris une teinte jaunâtre et malsaine. « Abby ?» dit-il faiblement en voyant sa fille. « Tu es venue ?» « Bien sûr, papa, » dit Abigail en s'asseyant près du lit et en lui prenant la main. « Comment te sens-tu »
Mal, ma fille, le cœur ne tient plus, le docteur dit. Ne pense pas à ce que dit le docteur. Pense au fait que nous sommes de nouveau ensemble. Thomas tourna son regard vers Ventfort qui se tenait à la porte. Chef, dit-il avec respect, merci d'avoir amené ma fille. Elle voulait vous voir, répondit simplement Ventfort. Comment va-t-elle? Demanda le père, toujours en regardant le chef. Est-elle heureuse? Abigail voulut répondre elle-même, mais Ventfort la devança. Demandez-lui vous-même, mais sachez que parmi mon peuple, elle est respectée et aimée, et moi, je prends soin d'elle comme du plus précieux des trésors. Thomas hocha la tête, des larmes perlant à ses yeux. Alors je peux mourir en paix. Ne dis pas ça, supplia Abigail. Mais son père avait déjà fermé les yeux, sa respiration devenant superficielle. Le docteur Parker, un homme âgé à la barbe grise, prit Abigail à part. « Je crains qu'il ne lui reste que peu de temps, » dit-il à voix basse. « Un jour, peut-être deux. Son cœur ne tiendra pas. Peut-on faire quelque chose? Seulement soulager ses souffrances et être à ses côtés. » Abigail hocha la tête, retenant ses larmes. Ils passèrent 4 jours au fort. Abigail ne quitta pas le chevet de son père, lui tenant la main, lui racontant sa nouvelle vie, la tribu, les gens qui étaient devenus sa famille. Thomas écoutait avec intérêt, souriant parfois lorsqu'elle décrivait des anecdotes amusantes de la vie au village. « Alors, tu es heureuse ?» demanda-t-il le dernier jour. « Oui, papa, très heureuse. Et tu l'aimes ?»« Je l'aime. »« Alors tout est bien. Je pensais te condamner à la souffrance, et finalement, je t'ai offert l'amour. » Thomas Harrison mourut à l'aube du 4e jour, paisiblement, dans son sommeil. Abigail pleura, mais ce n'était pas seulement des larmes de chagrin, c'était aussi des larmes de soulagement d'avoir pu lui dire adieu, de l'avoir vue heureuse. Les funérailles eurent lieu au cimetière du fort. Les vieux amis de son père, les marchands avec qui il travaillait, les officiers de la garnison étaient présents. Beaucoup regardaient avec curiosité Ventfort et ses guerriers, mais personne ne manqua de respect. Après l'enterrement, le commandant du fort, le colonel Stevens, invita Abigail et Ventfort dans son bureau. « Madame, Ventfort ?» s'adressa-t-il à Abigail. « Je dois vous demander. Vous avez la maison de votre père, son commerce. Vous pouvez rester ici si vous le souhaitez. » Abigail regarda Ventfort. Dans ses yeux, elle lut la question qu'il n'osait pas poser à voix haute. « Merci, colonel, » répondit-elle. « Mais ma maison est ailleurs maintenant. Quant au commerce de mon père, vous pouvez le confier à son associé, John Mackenzie. » « Vous en êtes sûr? » « Absolument. » Ils quittèrent le fort le lendemain matin. Abigail se retourna une dernière fois, regardant l'endroit où elle avait passé son enfance et sa jeunesse. Mais elle ne ressentait aucun regret. Son passé restait ici, et son avenir l'attendait dans la vallée entre les collines, où son peuple construisait ses habitations d'hiver. « Vous ne regrettez rien ?» demanda Ventfort alors qu'il s'engageait dans la prairie. « Quoi donc? De ne pas être resté dans le monde des Blancs. Vous y auriez eu plus de confort, une vie plus familière. » Abigail arrêta son cheval et se tourna vers lui. « Ventfort, vous ne comprenez toujours pas. »« Quoi? »« Je n'ai pas besoin du monde des Blancs. Je n'ai pas besoin de confort ni d'une vie familière. J'ai besoin de vous. » Il arrêta également son cheval. Ils se regardèrent au milieu de la prairie infinie, et Abigail vit quelque chose changer dans ses yeux. « Abigail, je sais que vous avez promis d'attendre que je veuille. Moi-même devenir votre femme autrement que par le nom, » l'interrompit-elle. « Mais je le veux depuis longtemps. Je veux être votre femme pour de vrai. Je veux porter vos enfants. Je veux vieillir à vos côtés. » Ventfort descendit de cheval et s'approcha d'elle. Elle mit aussi pied à terre, et il prit son visage entre ses mains. « Vous en êtes sûr ?» demanda-t-il doucement. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. » Il l'embrassa. C'était un baiser long et tendre, rempli d'une passion et d'un amour contenu pendant des mois.
Abigail sentit les dernières barrières entre eux disparaître, sentit qu'ils ne faisaient enfin plus qu'un. « Je vous aime », murmura-t-il en la serrant contre lui. « Et je vous aime aussi », répondit-elle. Ils restèrent enlacés au milieu de l'herbe dorée de la prairie, sous un ciel immense parsemé de nuages. Deux personnes de mondes différents qui s'étaient trouvées et avaient créé leur propre monde. Un monde d'amour, de compréhension et d'espoir. Quand ils retournèrent au camp d'hiver, la tribu les accueillit en héros. Oiseau chanteur comprit d'un seul regard ce qui s'était passé entre son frère et sa femme, et elle sourit. « Enfin, » dit-elle en serrant Abigail dans ses bras. « Je commençais à croire que vous étiez tous les deux trop têtus pour votre propre bonheur. » Cette nuit-là, Abigail vint pour la première fois à Ventfort, non comme une épouse symbolique, mais comme une femme qu'il avait choisie de tout son cœur. Ils furent tendres l'un envers l'autre, parlant d'amour, de l'avenir, des enfants qu'ils espéraient en avoir. « Je veux que nos enfants connaissent les deux mondes, » dit Abigail, allongée sur sa poitrine. « Le vôtre et le mien, pour qu'ils puissent être un pont entre nos deux peuples. C'est un beau rêve, » acquiesça Ventfort en lui caressant les cheveux. « Peut-être qu'un jour les ponts ne seront plus nécessaires. Peut-être que nos peuples apprendront à vivre en paix. En attendant, nous avons notre propre monde, » murmura Abigail. « Oui, » sourit-il dans l'obscurité, « nous avons notre propre monde. » Dehors, le vent hurlait, apportant la première véritable tempête d'hiver. Mais dans leur maison, il faisait chaud et confortable, et pour la première fois depuis des mois, Abigail se sentait complètement chez elle. Pas seulement au sens physique, mais dans son âme, chez elle, dans les bras de l'homme qu'elle aimait, au milieu du peuple qui l'avait acceptée comme l'une des leurs. Elle pensait à son père, qui avait espéré l'envoyer vers une vie meilleure, sans se douter à quel point il aurait raison. Elle pensait à la famille Martin, qui trouverait au printemps un nouvel endroit où vivre, mais qui emporterait avec elle les connaissances et l'amitié qui les liaient à la tribu Lakota. Elle pensait à l'avenir, aux enfants qu'elle et Ventfort espéraient avoir, au monde qu'ils aideraient à construire. Mais plus que tout, elle pensait au présent, aux bras forts qui la tenaient, à la respiration régulière de l'homme à ses côtés, à la chaleur et à la paix qu'elle avait enfin trouvée. Abigail Harrison, fille d'un marchand de Fort Laramie, n'existait plus. À sa place se trouvait Sœur Blanche, l'épouse du chef Ventfort, une femme qui avait trouvé sa place dans le monde et son grand amour. Et c'était merveilleux.